Bien, On est parti. enregistrement ok. Merci beaucoup Bernard. Bonjour à tous et à toutes. Chers internautes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous Coupez vos micros, s'il vous plaît. participent à la séance d'aujourd'hui. Et je suis encore plus curieux de savoir si quelques-uns ont tenté de deviner le contenu, de pressentir ou de spéculer. Voilà. Sur ce dont nous allions réellement parler. Alors, le programme était clair. Rachid, figure novatrice, informée des réalités de son temps, un intellectuel du XIe siècle, érudit, observateur du monde et du peuple. Un titre long. Arnaud, peux-tu Et couper peut-être ton un peu micro, s'il te trop. plaît? Mais le programme était clair. Oui. Mais au risque de vous surprendre, moi tout cela je l'appelle seulement et simplement. La base, elle est le truc pour autant pas. D'aucuns diraient même peut-être un rabbin dans la cible. Je branche. Excusez-moi, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Mon intention n'est surtout pas que vous pensiez que je me suis laissé aller au jeu un peu facile de renommer une séance pour la rendre plus séduisante. Mon objectif n'est non plus pas de démontrer ni de disserter longuement sur des réalités historiques, aussi passionnantes soient-elles. Ce que je cherche ici est autre chose. Déplacer légèrement notre regard, je le fais assez quotidiennement maintenant, interroger ce que signifie réellement être rabbin à une époque donnée. Donc voilà notre problématique. Rachid est un rabbin. Cela paraît évident, presque tautologique. C'est-à-dire du fait simple que c'est presque inscrit, c'est plutôt inscrit dans son propre nom, cet acronyme, ce nom qu'on lui porte, ce nom qui est presque un nom propre, Rachid, qui est au final l'expression de Rabbi, c'est-à-dire mon rabbin, Shlomo, Salomon, fils de Isaac. Et au final, il est difficile de faire plus explicite. Rachid est, oui, un rabbin. Et permettez-moi peut-être une petite remarque presque ironique. Oui, Rachid est un rabbin, mais pas seulement par ADN. Pas uniquement parce qu'il porte ce titre comme une étiquette héréditaire ou institutionnelle. Il est rabbin parce qu'il exerce, parce qu'il pense, parce qu'il répond, parce qu'il est présent. Rabbin dans l'étude, rabbin dans la parole, rabbin dans la vie réelle. Et c'est là que, peut-être, malgré moi, surgit une question que j'oserais qualifier d'intime. Et je me permets pour autant de la formuler à voix haute. La définition du rabbin d'aujourd'hui est-elle encore comparable à celle que Rachid a connue, pratiquée ou incarnée? Autrement dit, quand nous disons d'aujourd'hui d'un rabbin qu'il est rabbin, parlons-nous du même rôle, de la même fonction, de la même responsabilité face au monde et au peuple que celle qu'il assumait en son temps? Voilà, la réflexion que j'aimerais porter avec vous ce matin, enfin cet après-midi, excusez-moi, c'est encore le matin pour moi, non je rigole, cette réflexion de ce début d'après-midi, de comprendre à la fois que veut dire être rabbin, mais aussi que veut dire de Rachid qu'il est rabbin, et enfin comprendre au final est-ce que cette définition a voyagé à travers le temps et l'espace, ou peut-être y aurait-il un quelconque tournant. Et tout cela, je l'appelle Rachid, novateur, les réalités de son temps, un intellectuel du XIe siècle, érudit, observateur du monde et du peuple. Voilà, un long titre pour dire que Rachid était rabbin.
Alors sincèrement, je ne sais pas si nous répondrons à cette problématique, à ces problématiques développées, mais pour autant, ils auront toutes le mérite d'être posées. C'est comme ça au moins. Ça me rappelle une certaine blague qui dit autrefois on allait voir le rabbin avec une question. Dans un autre temps, aujourd'hui, on tombe plutôt sur, dans un premier temps, Google, ou comme dirait un ami, un certain amusement à converser avec un chat qui aurait des problèmes gastriques. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Et seulement dans un second temps, on va voir le rabbin quand les deux, ou l'un des deux, n'est pas foncièrement d'accord avec nous. Ça me rappelle aussi une autre histoire traditionnelle. Et si on parle du rabbin, on ne peut pas fondamentalement commencer notre propos sans raconter cette grande histoire juive. Dans une petite ville juive, une communauté décide d'engager un nouveau rabbin. Et toute ressemblance avec une certaine réalité n'est que fortuite. On organise donc un grand entretien collectif. Le premier candidat entre, on lui pose une question très sérieuse. Rabbin, monsieur le rabbin, que feriez-vous si 2 membres de la communauté viennent vous voir, chacun avec une version totalement opposée, très personnelle, voire individuelle d'un conflit? Le rabbin réfléchit quelques minutes et répond: j'écouterai le premier attentivement et je lui dirai tu as raison. La communauté est un peu surprise, mais intriguée. Et si le second arrive ensuite avec une version totalement opposée, individuelle et personnelle, mais surtout contradictoire? Alors le rabbin sourit, réfléchit quelques instants et répond: je l'écouterai aussi attentivement et je lui dirai tu as raison. Alors là, il y a un ancien de la communauté qui s'agite, qui s'agace, il dit: mais Rabbi, monsieur le rabbin, c'est pas possible, ils peuvent pas avoir tous les deux tu as raison. Et là, le rabbin le regarde calmement et lui dit, tout en ayant réfléchi quelques instants: toi aussi tu as raison. Alors c'est drôle, mais c'est aussi terriblement sérieux. Ce que cette grande histoire juive raconte et nous dit, c'est que le rabbin, c'est une chose essentielle, et l'homme derrière le rabbin surtout, avant de trancher, il faut entendre. Avant de juger, il faut comprendre. Et que dans une communauté, au final, la vérité est souvent peut-être un peu moins urgente que la paix, l'écoute et la responsabilité de la parole. Alors, laissons-nous revenir à Rachi. Mais juste avant, permettez-moi encore un petit crochet, totalement arbitraire, totalement subjectif, avec un certain hommage à la grand-mère de mon épouse, qui m'a fait découvrir un certain personnage. Car si l'on pose sérieusement cette question de ce qu'est un rabbin, on ne peut pas faire l'économie d'un détour par un autre moment de bascule, un autre laboratoire de la fonction rabbinique, la France du XIXe siècle. Dans ce moment historique, on demande au rabbin s'il doit être encore, et rappelez-vous notre problématique, la question qu'on pose à ces rabbins, si le rabbin, si la fonction, si le titre doit encore être ce que le rabbin fut pendant des années, pendant des siècles. La question, elle n'est pas théorique, elle est posée noir sur blanc. On en trouve une formulation saisissante dans les questions adressées aux candidats à l'élection du grand rabbinat de Paris en 1847. Un moment que nous allons peut-être vivre dans quelques mois, et plus précisément, que l'institution va vivre dans quelques mois, plus précisément dans les réponses d'un homme trop peu connu, et pourtant absolument central. Makir, ou Mahir, M-A-H-I-R, Charleville, un nom plutôt incongru. Alors, ce rabbin, je l'ai noté ailleurs, il est né à Metz,
le 2 juin 1814. Il a étudié d'abord à l'école rabbinique de Metz, qui était l'école, qui était l'ancêtre de l'école aujourd'hui, le séminaire israélite de France à Paris. Il fut nommé d'abord rabbin à Lyon, puis à Dijon, avant d'exercer plutôt brièvement à Paris, et devenir au final rabbin en Algérie, à Oran, dans cette époque charnière où les Juifs d'Algérie, autour du décret Crémieux en 1870, qui au final va accorder la nationalité française de par ce décret-là. Il va plus tard être rabbin à Versailles, où il termine sa vie jusqu'en 1888. Et en 1847, il est candidat à l'élection du Grand Rabbinat de Paris, et on lui pose cette question. Charleville, il est l'incarnation parfaite de ce que le judaïsme consistorial attend alors d'un rabbin. Érudit, discipliné, loyal à l'État, conscient de la scène publique et parfaitement lucide sur les tensions de son époque. La première question qu'on lui pose est vertigineuse. Comment concilier l'amour de la patrie avec croyance? Comment concilier les devoirs civils et les devoirs religieux? Autrement dit, peut-on être pleinement juif sans cesser d'être pleinement français? Et regardez avec attention ce que Charleville répond sans détour. Non seulement j'ai réduit volontairement, visiblement les rabbins faisaient un peu long, font toujours un peu long, ça c'est quelque chose qui n'est pas passé avec le temps. Donc non seulement les juifs français ou les français juifs ne cherchent pas à fixer résidence à Jérusalem, ce n'est, dit-il, qu'un vœu pieux, mais ils doivent affirmer un attachement indéfectible à la patrie française. En attendant, le devoir est clair, déployer toutes les forces morales, intellectuelles et humaines au service de la France. Être des citoyens utiles, et je cite, vivre, et s'il le faut, mourir pour la patrie. Le rabbin, dans cette vision, devient le héros d'un certain patriotisme, le garant d'une civilisation française pensée comme universelle. Deuxième question qu'on pose à ces candidats à l'élection du Grand Rabbin de Paris, elle est encore peut-être un peu plus décisive. Comment le rabbin doit-il aujourd'hui comprendre et remplir la mission dont il est revêtu? Ici, Charleville touche au final au cœur du sujet, de notre sujet. Le rabbin, il est conçu comme un intermédiaire entre l'homme et son créateur dans le monde moderne. Non pas un privilège, mais plutôt, et je cite, une charge écrasante. Cette position exige du rabbin un niveau de connaissance, mais aussi de moralité. Il est, nous dit Charleville, le premier sous le regard de Dieu dans l'ordre de responsabilité. Alors c'est une formule vertigineuse. Le rabbin n'est pas seulement un savant, il est surtout exposé. La moindre faute de sa part devient une faute publique susceptible d'entraîner non seulement une controverse, mais aussi et surtout un jugement négatif sur le judaïsme tout entier. Les historiens et penseurs du judaïsme moderne, de Simon Schwarzschild, qu'on pourrait traduire le renard noir, son nom alsacien, ou Pierre Birenbaum, lui, tous deux, ont bien montré que Charleville ne parle pas seulement en son nom. Il exprime les attentes d'un jury consistorial, d'un moment, on l'a exprimé, on l'a expliqué, et au-delà, au final, celle de l'État français, incarné par le ministère des cultes. Charleville devient alors une figure d'un paradigme, celle d'un rabbin pris dans le dilemme, impossible à trancher, ou bien remettre en cause les acquis de la Révolution française, ou bien